Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Kava sous le thème de Scrum. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre cette session, pour notre plus grand plaisir. Comme vous le savez, ça va être une séance interactive dans laquelle vous pouvez poser et partager avec nous toutes vos remarques et questions. Elle sera animée par Essam Setri, certifié Scrum Master du Scrum Institute et Professional Scrum Master. D'ailleurs, il a travaillé dans l'implémentation de Scrum depuis 2012. Il est également certifié CMMI et PMP. Essam a à son actif 12 ans d'expérience en gestion de projets et en formation en France, Espagne, Mali et au Maroc. À travers cette formation, Essam vous montrera comment démarrer un projet avec la démarche Scrum, une démarche qui a fait ses preuves dans les plus grandes multinationales avec des taux de productivité allant jusqu'à 2000%. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site www.cava.net et de nous suivre sur Facebook sur la page Cava Global Service. À toi, Essam. Merci Mawa. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de Scrum et Scrum dans le sens implémentation. Donc un retour d'expérience sur notre façon de faire, sur comment on fait ici pour implémenter Scrum dans les entreprises et surtout simplifier et démystifier Scrum pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur comment l'utiliser et comment pouvoir l'implémenter dans la société. Alors, la session, elle est interactive. Vous pouvez poser des questions. Vous avez la barre de questions en bas et vous pouvez interagir si vous avez besoin de poser une question. On la verra instantanément. Donc, pour l'ordre du jour, aujourd'hui, on va voir ce qui se passe. Je ferai d'abord un petit rappel bref de Scrum. Après, on verra ce qui se passe dans un sprint. Donc, comment un sprint il se déroule. On abordera aussi la notion de time box, qui est une notion très importante dans Scrum. Donc, comment en fait on limite le temps pour avoir une meilleure efficacité dans le projet. Comment on fait de la planification et comment on fait la daily Scrum, ce qu'on appelle la mêlée quotidienne en français. Et puis après, comment on évalue le produit et comment on évalue l'équipe suite à la fin de l'itération du sprint. Pour finir à la fin, je pense que le gros morceau le plus intéressant, ça va venir vers la fin. Donc, je vous invite à rester, à nous suivre jusqu'à la fin parce que c'est là que je vous donnerai en fait les étapes pratiques, une démarche assez simple et les prérequis qui font en sorte que vous pouvez démarrer Scrum au bout de 2-3 jours en fait dans vos projets. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin, vous n'allez pas le regretter. Donc pour le rappel, Scrum en fait c'est un framework léger, on va dire agile, léger, qui permet en fait de gérer des projets divers. Généralement en fait ça a été fait pour l'IT, mais maintenant en fait dans le monde il y a plusieurs sociétés en fait qui l'utilisent, à part ceux qui font de l'IT. Donc c'est utilisé dans les hôpitaux, c'est utilisé dans les églises, c'est utilisé dans l'industrie aéronautique. Et vous pouvez avoir en fait une idée des entreprises qui utilisent ça sur une base de données que Google a fait. Donc il suffit de taper Google Scrum, vous allez trouver une liste en fait en Excel qui donne toutes les entreprises mondiales qui utilisent Scrum. Donc pour le rappel des rôles Scrum, donc on a 3 rôles essentiellement. On a le rôle de Scrum Master. Donc c'est lui en fait qui est le garant de l'implémentation de la méthodologie Scrum et qui fait en quelque sorte office de bouclier, donc qui protège l'équipe des interruptions, qui gère en fait leurs demandes, qui gère leurs attentes et qui fait l'interface avec le management. Donc sur la partie administrative, sur la partie organisationnelle, sur la partie ressources, sur la partie budget. On a après le Product Owner, le PO. Donc lui, en fait, il gère l'interfaçage avec le client. Généralement, ce qui est recommandé, c'est que le Product Owner, il faudrait que ce soit une seule personne et il faudrait qu'il soit en contact direct et permanent avec les différentes parties prenantes en fait du projet. Oui, moi. En fait, j'aimerais savoir quelle est la différence entre le chef de projet et le Scrum Master. Très bonne question. Alors généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est que quand ils passent en fait de la méthode classique, ce qu'on appelle la méthode en cascade ou le waterfall, à une méthode agile, parmi lesquelles Scrum, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent juste de cache-tête en fait. Au lieu d'appeler le chef de projet, ils l'appellent Scrum Master. Or, c'est tout à fait 2 mondes différents. Donc, le chef de projet, en fait, c'est quelqu'un qui gère l'équipe et qui gère les tâches de l'équipe. Le Scrum Master, c'est un père de l'équipe en fait.
c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe, mais qui ne gère pas l'équipe. En fait, il gère juste les principes. C'est lui qui implémente Scrum. C'est quelqu'un qu'on appelle en fait un leader servant. Donc, qui est en train de servir l'équipe pour leur faciliter la vie, pour accomplir leurs tâches le plus vite possible. Donc, c'est deux notions tout à fait différentes. En fait, un chef de projet n'est pas un Scrum Master. La différence, c'est que l'un, il manage, donc il gère. L'autre, c'est un leader, en fait. Il coach, il mentor. Donc, il donne des recommandations, il donne des idées, il donne des principes, il donne des bonnes pratiques. Il se limite à ça et il travaille en collaboration avec l'équipe. D'ailleurs, en fait, le slide ici, il fait référence à une blague qui est souvent relatée au sujet de Scrum, c'est le sujet des cochons et des poules. Donc, généralement, en fait, les gens qui travaillent dans un projet, excusez-moi le terme, en fait, dans la terminologie Scrum, c'est des cochons, c'est des pigs. Parce que s'ils font des erreurs, ils pourront être éjectés, ils auront des comptes à rendre. Les poules, généralement, en fait, ils donnent pas de compte. En fait, généralement, le chef de projet, avant, dans la méthode classique, il se positionne en tant que quelqu'un qui n'est pas jugé sur la qualité du projet, où il peut remettre la responsabilité sur son équipe. Dans le rôle Scrum Master, non. Le Scrum Master, il est appelé à rendre des comptes par rapport à l'implémentation de la stratégie Scrum dans le projet. Donc, un petit rappel sur le framework Scrum. Donc, ce slide-là, en fait, il est repris du site de Mike Cohn, Mountain Goat Software. Donc, simplement, en fait, on a en fait un product backlog. C'est un ensemble d'items et de fonctionnalités qu'on voudrait implémenter qui sont recueillis à partir du client, développés par le product owner. À chaque fois qu'on veut démarrer un sprint, on extrait de ce product backlog les fonctionnalités qui sont les plus prioritaires et on travaille sur ces fonctionnalités pendant 2 jusqu'à 4 semaines pour produire finalement quelque chose qui est utilisable. Donc l'essentiel de Scrum, c'est qu'à la fin, il faudrait qu'on ait un produit qui peut être exploité par le client, qui contient au moins une fonctionnalité métier qui est utilisable par le client. Bien sûr, tout au long en fait du sprint, à chaque jour, en fait, on a une réunion, ce qu'on appelle la mêlée quotidienne ou le daily scrum, où toute l'équipe se réunit pour discuter de l'avancement, discuter de la possibilité d'atteindre ou de ne pas atteindre les objectifs du sprint et de s'organiser pour arriver à travailler ensemble vers l'atteinte de l'objectif final. Voilà. Dans Scrum, en fait, on a la notion d'artefact. Hein. Donc, les artefacts, en fait, c'est généralement les éléments qu'on produit. Donc, ce qui est produit par l'équipe. Le premier artefact le plus important, c'est le product backlog. Le product backlog, c'est un amas, une liste. Il faut le considérer comme une liste, en fait, de fonctionnalités, de bugs, d'exigences techniques, de choses à faire, donc toutes les tâches qu'on est en train de faire. Généralement, au tout début, en fait, c'est très macro, c'est une vie très très générale, et puis on commence à le décortiquer, à le détailler au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure qu'on développe des choses. Parce que ce qui est bien avec le product backlog, c'est qu'on ne le fait pas une fois pour toutes, on ne fait que les fonctionnalités qui sont claires, et puis on les décortique, et au fur et à mesure qu'on implémente ça et qu'on a un produit qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler, on ajoute d'autres fonctionnalités en fonction du savoir acquis et en fonction du retour du client. Oui, maman. Donc, si je comprends bien, le sprint backlog permet de diviser le product backlog pour mieux le réaliser. C'est d'ailleurs le sujet du slide suivant. Ça va venir. C'est un slide après. Je vais expliquer en fait. Le sprint backlog, en fait, c'est l'extrait du product backlog. En fait, c'est l'ensemble des fonctionnalités du projet. On extrait les plus prioritaires pour développer ça et se concentrer dessus pendant la durée du sprint qui dure de 2 à 4 semaines. Généralement, voilà comment on fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le product backlog, il est soumis à une tâche de raffinement, ce qu'on appelle en fait en anglais le grooming, donc ou backlog refinement. Donc le grooming, en fait, c'est à chaque fois, en fait, on discute les fonctionnalités les plus prioritaires pour en sortir les user stories. Donc les user stories, c'est des fonctionnalités qui sont un peu plus détaillées et qui doivent en fait en quelque sorte être claires pour que l'équipe puisse les développer pendant le sprint. Donc ça, c'est une activité qu'on fait généralement de façon régulière. La recommandation en fait dans Scrum, c'est que le travail sur le grooming ou le raffinement de backlog, il doit prendre quelque chose comme 10% en fait de la charge globale du projet.
Donc généralement, nous ici à Cava, on le fait tous les lundis matins. Donc tous les lundis matins, on est en train d'étudier les fonctionnalités, de faire de la conception groupée, toute l'équipe, pour avoir plus de finesse, plus de détails dans les fonctionnalités. Et bien sûr, comme je viens de dire, le product backlog, il donne lieu à un sprint backlog. Vous voyez bien en fait que dans ce slide-là, on extrait les fonctionnalités les plus prioritaires, les fonctionnalités qui sont au haut de la liste, donc qui sont les plus raffinées, qui sont les plus à même d'être développées dans le sprint qui vient. Alors ce qui est bien, ce qui est très très puissant avec Scrum, c'est que on a en fait deux périmètres. On a un périmètre qui peut bouger et un périmètre qui ne bouge pas. Ce qui permet en fait à l'équipe d'aller vite. Donc le sprint backlog, en fait, c'est quelque chose qu'on donne à l'équipe qui est en train de développer, en train de travailler dessus, c'est quelque chose qui reste constant. Et toute autre remarque qui vient du client, on l'insère dans le product backlog. Donc le product backlog, il varie, il est dynamique. Le sprint backlog, il est presque statique. On va dire qu'il bouge, mais il bouge très peu. Ça permet en fait à l'équipe de se concentrer pendant 2 semaines sur l'activité à faire pour arriver à produire quelque chose qui est utilisable par le client, sans pour autant changer de cap à chaque moment. Voilà, donc là, on va discuter de la notion de sprint. Donc, qu'est-ce qu'un sprint? Un sprint, il faut considérer que c'est vraiment un mini-projet avec toute la connotation que ça a, en fait, un mini-projet. Donc ça, il y a toutes les activités qu'il y a dedans. Il y a de la conception, il y a du design, il y a de la spécification, il y a de l'architecture, il y a du déploiement, il y a du test. Donc, on fait tout sur ce sprint-là. On ne sépare pas dans Scrum, en fait, les phases projet, comme on fait dans les démarches classiques. C'est-à-dire que quand on démarre le sprint, on va faire toutes les activités, une à une, jusqu'à arriver à produire un produit qui est utilisable par le client. Donc, il faut savoir, comme j'ai dit, en fait, il dure de 2 à 4 semaines, donc un mois maximum, et il doit produire quelque chose qui est fonctionnellement utilisable par le client. Pas une architecture, pas une base de données, pas un socle technique, mais quelque chose qui est vraiment utilisable par le client. Voilà, ce que je viens de dire, ça revient à la même chose. Dans le sprint, en fait, il peut y avoir des tâches en fait qui ne sont pas des tâches de production, donc des tâches de documentation, des tâches techniques, des tâches de formation. Donc ça aussi, ça peut intervenir dans le cadre d'un sprint. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le sprint, dans Scrum, il y a ce qu'on appelle la notion d'émergence du travail. C'est que plus on avance dans la conception, plus on avance dans l'implémentation, plus on a d'idées sur le meilleur design et la meilleure conception à mettre en place pour avoir le meilleur produit. Donc, on est en train d'avancer. Il y a de nouvelles tâches qui sont introduites dans le sprint backlog, dans la limite de la faisabilité, dans la limite du temps imparti. Et puis, on est en train d'affiner. On est en train de rajouter des choses. Et si on voit que la charge de travail qu'on avait déjà estimée lors de la réunion de planification dépasse la capacité de l'équipe, là, on peut travailler avec le product owner pour négocier une réduction de périmètre. Voilà, la force en fait de Scrum, c'est que on dit que Scrum, tous les événements, toutes les activités de Scrum, elles sont time-boxées. Ça veut dire qu'en fait, elles ont une durée maximale qu'il ne faut pas dépasser. Donc, on time-box en fait le sprint. On dit que le sprint, en fait, il dure au maximum 2 semaines, ou 3 semaines, ou 4 semaines. On time-box aussi les réunions. Scrum vient avec une notion très très puissante en fait de timebox pour éviter en fait généralement les pertes. Ça permet aux gens de se concentrer, ça permet aux gens de se focaliser sur ce qu'ils sont en train de faire. Même. Mais est-ce que le fait trop se pencher sur les tâches quotidiennes, sur les objectifs à court terme, ne risque pas de nous éloigner de la vision globale du projet? Ce qui est bien, c'est qu'on a en fait deux visions en fait. On a deux visions. On a le product backlog qui contient la vision long terme. Donc lui, il est en train d'être mis à jour. Et il y a l'itération, le sprint backlog qui contient la version court terme. Alors, on ne s'éloigne pas de la vision parce qu'on a tout qui est dans le product backlog et on priorise ce qui est le plus prioritaire par rapport au client. Et plus on avance, plus on a d'idées sur la façon de faire le reste du product backlog. Parce qu'on est obligé à un certain moment d'avoir le détail, de rentrer dans le détail des fonctionnalités qu'on maîtrise le mieux.
Et plus on rajoute de détails sur les fonctionnalités qu'on maîtrise le mieux, plus on a de visibilité sur le reste des fonctionnalités qu'on va faire dans le product backlog. C'est pour ça en fait qu'on a deux artefacts. On va parler de la notion d'artefact. C'est le product backlog qui permet d'avoir la vision. La vision, elle est amenée à changer. Généralement, la vision, c'est on veut faire un produit qui gère la compta, ou on veut faire un produit qui fait, je sais pas moi, la gestion de stock, ou on veut faire la gestion de personnel. Et donc, on commence à lister les différents items qu'on va mettre, les différentes fonctionnalités qu'on va mettre dans ce produit-là, et on prend celles qui sont les plus urgentes. Ce qui est bien avec Scrum, c'est que on peut arriver à produire au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, un produit qui peut être mis en production et qui peut être utilisé par le client et qui peut être de façon incrémentale enrichi pour rajouter les autres éléments dont le client a besoin et qui sont moins prioritaires. Donc, on ne s'éloigne pas du tout de la vision. Au contraire, en fait, on est vraiment dans la vision et on produit quelque chose de palpable. C'est vraiment différent de la stratégie classique où on part sur un projet, je parle d'informatique, mais c'est le cas pour tous les autres projets. On produit en fait quelque chose sur une durée assez longue par rapport à une spécification qui était figée initialement. Et au bout de 9 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, on produit quelque chose qui est peut-être différent de ce que veut le client. Parce que le client n'a pas vu l'ensemble du produit, ne l'a vu qu'à la fin, que quand il a été finalisé. Donc généralement, on se retrouve avec un problème, c'est que ici, on a des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Et on a des fonctionnalités qui sont à refaire. Et on a des choses qu'on n'a pas touchées, qu'on devra implémenter. Donc, il y a du travail qui est vraiment perdu. OK. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas fini, en fait, le travail imparti, le travail qu'on a planifié dans notre sprint pendant la durée de la time box. Donc, généralement, en fait, ce que Scrum recommande, c'est qu'il ne faut pas allonger la time box. Il faut arrêter au moment où on doit arrêter. Donc, si on part sur 2 semaines, c'est vraiment 2 semaines. Quand le compte à rebours est fini, on arrête, on regarde ce qu'on a acquis comme produit fini, mais vraiment fini. Quand je dis fini, c'est quelque chose qui peut être présenté au client, qui peut être utilisé, déployé et consommé par le client. Donc, si quelque chose n'est pas fini, on ne fait pas une demi-comptabilité. On ne va pas dire que c'est fini à 50%, on va le considérer comme étant fait. Non, on prend toutes les fonctionnalités qui ne sont pas faites, on les remet dans le product backlog et si on veut les prioriser, on peut le remettre dans les prochains sprints. Qu'est-ce qu'on fait si on finit avant la time box? Alors généralement, ici, le cas aussi se produit quand au début, en fait, on ne connaît pas la vitesse de production de l'équipe, parce que Scrum, en fait, ce qui est bien avec Scrum, c'est qu'il permet un rythme constant, c'est-à-dire une productivité qui est assez constante et récurrente de l'équipe. Et si au tout début, on ne connaît pas la vitesse de production de l'équipe et que l'équipe, elle va plus vite, on peut se retrouver vers la fin avec du temps libre. Oui, Mara. En fait, d'après ce que j'ai compris, les projets se font avec un rythme très soutenu. Est-ce que ça ne risque pas de fatiguer l'équipe, ce rythme assez avancé? Alors, Scrum, en fait, il va pas avec un rythme avancé. Il va avec un rythme soutenu. C'est-à-dire que on fournit le même effort pratiquement du début jusqu'à la fin. Alors, Scrum, il est en cohérence avec un principe de l'Agile Manifesto qui dit que les gens, en fait, ils devraient pas travailler plus de 40 heures par semaine, généralement, quel que soit le cas. Donc, ce qui est bien avec Scrum, c'est que si on est en phase de démarrage du projet ou qu'on est en phase de livraison du projet, on peut arriver à des rythmes qui sont similaires parce que le travail de qualité qu'on est en train de faire au début, il a des répercussions sur la qualité de vie qu'on va avoir vers la fin, vers la période de production. Donc, on n'a pas à passer des nuits blanches, on n'a pas à réserver des week-ends, on n'a pas à faire de l'overtime parce qu'on avait des choses qui étaient camouflées et parce qu'on n'avait pas fait beaucoup d'efforts au début tel qu'on fait actuellement, on fait dans les projets en cascade. Donc, on a un rythme qui est assez incrémental, qui va monter en puissance en allant du début du projet jusqu'à la fin du projet. Donc, au début, on est un peu là, on travaille à notre aise, et plus on s'approche de la date de fin, plus on va faire des heures supplémentaires, plus on aura d'efforts à faire. Alors, Scrum, lui, c'est vraiment un rythme qui est conséquent, cohérent, et qui peut permettre aux gens d'avoir vraiment une vie
après le boulot. Donc, généralement, les gens ils se sentent mieux dans Scrum que dans les autres projets. Parce qu'on arrive à sortir à la même heure, on arrive à faire les choses correctement et on n'a pas de surprise à la fin. Alors, comme j'ai dit, en fait, si on a fini plus tôt, ce qu'on fait, c'est qu'on peut négocier ici avec le product owner pour rajouter des fonctionnalités. Donc, on peut intégrer des choses qui sont prioritaires du product backlog dans le sprint backlog et les finir avant la fin du sprint. Voilà, la timebox, en fait, ce qui est bien avec la timebox, c'est qu'elle réduit les risques de perte d'un projet à 1 mois au maximum. Donc, ce qui n'est pas le cas avec les démarches classiques. Donc, si on démarre sur quelque chose, qu'on veut faire des fonctionnalités et qu'on n'est pas à même de délivrer ces fonctionnalités parce que on ne maîtrise pas la technologie ou on ne maîtrise pas le domaine fonctionnel du client, on le saura au bout de 2 semaines. Ce qui est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Donc, comparativement avec les projets en cascade, où on ne sait pas ça que vers la fin des 9 mois ou des 10 mois ou des 2 ans. Parce que ici, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la time box, quand on aura fini les 15 jours de travail, on présente ce produit-là au client. Et c'est le client qui nous dira est-ce qu'on est sur la bonne route ou on n'est pas sur la bonne route. Donc, c'est vraiment un feedback qui est de valeur et ça permet de limiter les dégâts. Alors, ça permet aussi d'établir la confiance parce qu'un client qui voit une livraison d'un produit au bout de 15 jours, même une petite fonctionnalité, je ne sais pas moi, rajouter le nom d'un client sur une base de données et lui montrer que l'application, elle commence à tourner, même si c'est une petite fonctionnalité, au moins, il commence à voir quelque chose de palpable, quelque chose de concret. On n'est pas en train de lui vendre un document. Les clients, ils sont souvent frustrés parce que généralement, les entreprises, elles passent 2, 3 mois de conception en sortant juste un document plein de jargon technique. Ils présentent ça comme un avancement au client. Le client ne voit pas ça comme un avancement. Le client, il désire avoir quelque chose de concret. Il n'a jamais demandé d'acheter un document de 150 pages. Donc, c'est vraiment schizophrène, en fait. Et puis, bien sûr, ça permet d'adapter les pratiques projet rapidement. Donc, si on voit qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans les 15 premiers jours, on est en train de s'adapter parce qu'il y a la notion de rétrospective. On va réfléchir sur tout ce qu'on a fait de façon pas correcte et on va le rectifier pour ce qui vient après. On n'a pas l'occasion de faire ça dans les projets classiques. Généralement, on ne fait qu'à la fin du projet. On est vraiment le nez dans le guidon dans les projets classiques. On est en train d'être focusé sur la production. On ne voit pas les erreurs, les petites erreurs qu'on fait, les petites incohérences, même les petites tensions qui commencent à y avoir entre les différents membres de l'équipe. Ça, on n'a pas le temps de gérer. Tellement on est pris dans la production qu'on n'arrive pas à gérer ça. Et ça impacte la production. Ça fait en sorte que les gens, ils ne produisent pas de façon conséquente. Alors, on a une question. Oui. De Wael, est-ce que les nouvelles tâches de raffinement ou d'amélioration qui apparaissent au fil de l'eau sont introduites dans le backlog du sprint ou bien le product backlog? Alors, c'est une très bonne question. L'idée, c'est que quand on est en train de raffiner, il y a 2 niveaux de raffinement. Il y a le raffinement qu'on est en train de faire, comme j'ai dit, en fait, les 10% de temps de projet qu'on fait pendant qu'on est en train de travailler sur les fonctionnalités du product backlog. Donc, si on raffine des éléments qui sont dans le product backlog, on les intègre dans les product backlog. Si on a des nouvelles fonctionnalités, de nouveaux éléments qui nous viennent du client, ça aussi, on intègre dans le product backlog. Et on priorise, bien sûr. On regarde ce qui est le plus prioritaire, on le met en haut de la liste. Alors, pendant le sprint, plus on est en train de toucher, de palper et de manipuler les fonctionnalités, plus on va avoir plus de détails. Donc, bien sûr, il y aura du raffinement, il y aura de l'amélioration, et ça sera introduit dans le sprint. Alors, comme j'ai dit, il faut juste faire attention. Si la charge de travail qui est rajoutée dans le sprint dépasse la capacité de l'équipe, il va falloir enlever des choses. Donc, on se met d'accord sur une capacité de production, ce qu'on appelle la vélocité. Et puis, si on l'introduit, si on se rend compte que pour arriver à créer, à produire les fonctionnalités qui sont dans le sprint backlog et que le temps, la time box n'est pas suffisante, on va enlever des choses et on va les remettre dans les product backlog. Bien sûr, c'est toujours une histoire de priorité. On priorise, on regarde ce qui est le plus prioritaire et on se met en tête en fait qu'il faudrait qu'on produise quelque chose de fonctionnellement viable pour le client. Il ne faudra pas qu'on produise juste une couche de la base de données, par exemple. Ça, Donc, on va couper les fonctionnalités pour arriver à sortir quelque chose qui est viable. Alors, on a une deuxième question, une question de Ahmed.
Merci Aïssa pour votre temps. Si j'ai bien compris, avec l'approche Scrum, on commence le développement avant même de finaliser le cahier de charge. Oui, effectivement. Alors, dans Scrum, il n'y a pas de notion de cahier de charge, hein, en fait. Ce qui est bien avec Scrum, c'est que on n'a pas ce qu'on appelle le syndrome de la paralysie de l'analyse. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on veut démarrer un projet, qu'on est en face d'un client, on sait quelque chose. On peut savoir 20%, 30% du besoin. Mais on n'a pas une idée globale sur le périmètre du projet. Et c'est une ensemble, c'est comme une construction de maison. On ne peut pas construire le premier étage si on n'a pas fait le rez-de-chaussée. Donc, on sait comment faire le rez-de-chaussée, mais on ne sait pas comment réagir au premier étage et au deuxième étage. Donc, ce qu'on fait, c'est que on met notre product backlog. Notre product backlog, c'est vraiment une liste Excel avec des fonctionnalités style je veux construire le premier étage, je veux mettre des chambres, je veux mettre des fenêtres, je veux mettre une entrée principale, je veux mettre un garage. Je décortique en fait ces fonctionnalités-là et je me lance. Je me lance vraiment dans la construction, ne sachant pas comment ça va être fini, parce que ça me donne de la souplesse. Si je ne spécifie pas, si je ne donne pas le cahier de charge global de ce que je veux faire, ça me donne de la souplesse par rapport à comment je vais faire par rapport au premier étage. Si j'ai une idée en fait entre-temps de comment je vais modifier pour avoir une meilleure architecture après que j'ai fait le rez-de-chaussée, je peux modifier en cours de route. Donc, bien sûr, pour répondre à la question de Sihmed, si on démarre Scrum, on a besoin d'un cahier de charge, mais le cahier de charge, il se construit de façon itérative. C'est vraiment une démarche agile. On démarre par ce qu'on connaît le plus, et plus on a d'informations, plus on affine le backlog avec les informations qu'on a acquises en cours de route. Et bien sûr, le client aussi, il intervient. Le client aussi, il intervient pour rajouter des éléments. On a une troisième question de Omar. Alors, Omar nous demande si nous avons une user story sur laquelle deux développeurs travaillent sur la même user story. Est-ce que c'est pratique ou bien c'est quelque chose à éviter? Non, non, c'est vraiment quelque chose de très très recommandé. Alors, l'idée en fait, c'est que Scrum, il recommande le travail en équipe. Le travail en équipe dans le sens où toute une équipe, hein, pas que deux développeurs, toute une équipe peut travailler sur une même user story. Il y a même pire encore, je veux dire pire, mais dans le sens positif, hein. Un développeur peut travailler en tant que testeur et un développeur peut faire un rôle de design. Si ça, il voit que ça peut aider l'équipe pour avancer plus vite. Donc, c'est vraiment, on oublie l'histoire des tâches. On est vraiment focusé sur l'user story. On est focusé sur le besoin du client. Ce que veut le client. Il faudrait qu'on se mette en place du client et qu'on se dise, voilà, nous, on est une équipe, on est en mode collaboratif. Et il faudrait qu'on arrive à sortir cette fonctionnalité-là à la fin du sprint. Donc, si quelqu'un est bloqué, bien sûr, on va l'aider. Si quelqu'un a un blocage sur une page de développement ou une tâche de test, on va tous se mettre à l'aider pour arriver à sortir la fonctionnalité à la fin du sprint. Bien sûr, pour répondre à la question, une user story peut être partagée par toute une équipe et c'est vraiment quelque chose qui est recommandé. Et il n'y a pas de notion de tâche dans Scrum. La notion de tâche, en fait, c'est juste le développeur qui dit sur quoi il est en train de travailler. Mais ce n'est pas vraiment une affectation de tâche. On dit, voilà, toi tu travailles sur ça, toi tu travailles sur ça. Nous avons une autre question de la part de Mohamed. Bonjour tout le monde et merci de votre temps. J'aimerais bien savoir quels sont les indicateurs sur lesquels on peut se baser pour prioriser les tâches. D'accord. Donc ici, je vais juste en fait ouvrir une parenthèse parce que c'est quelque chose qui est assez conséquent, la priorisation. Je vais donner juste des éléments de réponse, hein. Donc la priorisation, en fait, elle peut être basée sur la désirabilité de la fonctionnalité. Et là, en fait, on a des modèles en fait qui sont assez puissants. Donc il y a le modèle de Kano. Le modèle de Kano, en fait, c'est une sorte de sondage qu'on fait auprès du client en fonction des fonctionnalités qu'on a. Et on donne en fait une notation des tâches sur une échelle de 1 à 5 pour savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus désirées par le client. Alors, il y a aussi la notion de coût. Donc, on peut prioriser une fonctionnalité par rapport à son coût. Donc, quand on mesure le coût en termes de jour homme de travail sur la fonctionnalité, quand on mesure le coût, des fois, quand on présente ça au client, la fonctionnalité n'est plus prioritaire. Il veut faire une fonctionnalité, on estime, on voit que la fonctionnalité, elle dure 3 mois, le client n'est plus intéressé parce qu'elle est trop coûteuse. Alors, il y a aussi la priorisation par le risque. Donc, il y a des fonctionnalités, des fois, qui sont
un peu risqués, dans lesquels on ne maîtrise pas la technologie. Généralement, ce qui est recommandé dans Scrum, c'est que toutes les fonctionnalités qu'on ne maîtrise pas, on les priorise en amont. Donc voilà. En fait, il y a plusieurs critères. Donc je dirais qu'il y a la désirabilité, il y a le coût, et puis il y a le risque. Donc on peut croiser en fait ces trois critères-là pour prioriser les fonctionnalités dans le backlog. Et bien sûr, c'est le product owner qui a la main finale par rapport à ces discussions avec les différentes parties prenantes, avec les gens qui veulent le produit, pour savoir quelle est la fonctionnalité qu'il va prioriser. La seule condition, c'est que l'équipe lui donne tous les éléments. Elle lui dit quelle est la fonctionnalité la plus risquée, combien coûte la fonctionnalité, et puis en fonction de ça, le product owner peut revenir vers le client, vers les clients, et discuter avec eux ce qu'il faut prioriser, ce qu'il ne faut pas prioriser. Alors, nous avons deux autres questions. On commence par la question de Asma. Bonjour, ne pas définir de périmètre sur le projet n'accroît pas le risque de perdre la visibilité et de la date de la fin du projet. Alors, je sais que c'est un peu déroutant, hein, la conception agile, elle est un peu bizarre, hein. Sauf que moi, je pense, au vu de mon expérience, que la conception agile, elle est un peu plus réaliste. On oublie la notion de date et on oublie la notion de périmètre. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se dit, écoutez les gars, aujourd'hui, on a une capacité de production, on a une équipe. Vous voulez un produit. On ne sait pas quel est le périmètre final, mais on va travailler jusqu'à ce que vous soyez content. À un certain moment, vous pouvez arrêter. Donc nous, on va vous livrer, à la rigueur, toutes les 2 semaines ou tous les mois, un produit sur lequel vous pouvez jouer, tester, regarder si ça remplit votre besoin initial. Si vous voyez à un certain moment que ça remplit votre besoin initial, on arrête. Donc ce qui est bien, c'est que on n'est pas limité par la date et on n'est pas limité par le périmètre. Donc le périmètre, il peut s'accroître au fur et à mesure qu'on est en train de livrer des choses. Et la date, elle peut bouger. Si on va arrêter plus tôt, on peut arrêter plus tôt. Si on veut arrêter plus tard, on peut arrêter plus tard. Le focus dans tout ceci, c'est la satisfaction du client. On est en train de lui livrer et lui, il nous dit go, continuez, ça me paraît intéressant, ou no go, je pense que ce que vous avez produit jusque-là correspond à ma visibilité et par rapport au coût, je pense que je suis arrivé à un niveau de dépense sur lequel je ne peux pas aller au-delà. Donc, c'est ça qui est en fait très fort avec Scrum. C'est que on donne la main, on donne le pouvoir au client d'arrêter quand il va atteindre sa satisfaction maximale. En prenant en considération les aspects bien sûr coût et les aspects fonctionnalité. Et les aspects date aussi, parce qu'il a la main. Il va dire, c'est le dernier sprint, après celui-là, on arrête parce que j'ai plus de budget. C'est pas comme s'il est dans une démarche aveugle, qu'il est en train de travailler pendant 9-10 mois et qu'il ne voit rien et qu'à la fin, il a encore d'autres fonctionnalités qu'il n'a pas priorisées. Donc ça, c'est catastrophique, parce qu'il doit payer les 9 mois et payer aussi le reste des fonctionnalités qui ne sont pas développées. Donc là, il est frustré. D'accord. Et donc, pour la question de Hetman, si Scrum permet à un développeur de faire le testing aussi, comment diminuer le risque relié à cet effet? J'ai pas bien compris la question, mais je vais essayer quand même de répondre en fait. Un développeur qui fait le testing, pour moi, c'est pas vraiment un risque parce que il vient en support de l'équipe de développement. En fait, on est tous une équipe. C'est comme si on a un but commun. On ne sépare plus les termes. C'est pour ça que dans Scrum, les rôles, en fait, il y en a que 3. Il y a le Scrum Master, il y a le Product Owner et il y a l'équipe. En fait, il y a team member. Donc le team member, c'est le designer, c'est le développeur, c'est le testeur, c'est l'architecte, c'est tout le monde en fait. Tout le monde est team member et tout le monde fait en sorte que le produit final il soit fini. Donc si, imaginons qu'une fonctionnalité elle est très compliquée à tester et qu'on a un testeur en fait dans l'équipe. Si on a fini le développement, bien sûr, on va se mettre tous à l'aider, à l'épauler pour finir en fait son cahier de test, ses tâches de test, parce que ça va nous aider à sortir le produit plus vite. Ah, j'espère que ça répond à la question. Ok, on va continuer. Donc la suite. Donc bien sûr, conseil de base, ne jamais modifier la durée d'un sprint si on n'a pas fini le travail prévu. Donc, comme on a dit, si le sprint est fini, si on est parti sur un sprint de 2 semaines ou 3 semaines et qu'on n'a pas fini quelque tâche,
On regarde ce qu'on a fini, mais vraiment fini. C'est pour ça que Scrum, en fait, il introduit une notion de fait, ce qu'on appelle done. Done, c'est quelque chose qu'on se met d'accord au début du projet, au début du sprint ou au début du projet, avec le client pour dire une fonctionnalité qui est faite est une fonctionnalité qui est codée, une fonctionnalité qui est spécifiée, une fonctionnalité qui est testée, une fonctionnalité qui est documentée et une fonctionnalité qui est prête à être utilisée. Donc, si on a rempli tout ça, on dit que la fonctionnalité elle est faite. Si on n'a pas rempli ça, si on a juste fait les devs et qu'on n'a pas fait les tests, par exemple, cette fonctionnalité n'est pas faite. Et cette fonctionnalité-là est considérée comme étant à 0% d'avancement. C'est pas juste, on va la remettre dans le backlog et on va le refaire dans le sprint qui vient, si elle est encore prioritaire aux yeux du client. Voilà, donc par rapport à la planification, ce qu'il faut considérer ici, donc c'est le premier événement en fait qui intervient dans Scrum. Donc la planification en fait c'est toute l'équipe qui intervient et c'est un événement, c'est une réunion. Scrum appelle ça des événements. C'est un événement qui est timeboxé. Donc il dure au maximum 8 heures pour un sprint d'un mois. Alors Scrum il insiste sur cette notion d'heure là. Pourquoi il insiste? C'est pour éviter les pertes. C'est pour vraiment être concentré. Scrum, il donne la démarche de comment faire une planification de sprint. Il ne faut pas sortir de ce canevas-là. Donc, si on est sur un sprint de 15 jours, c'est une réunion de 4 heures maximum. Si les 4 heures sont finies, il faudra qu'on arrête. Il faudra qu'on passe à la production. On ne va pas continuer à faire autre chose. Donc, la planification, elle se passe en deux phases. Toute l'équipe, elle est réunie. On discute deux éléments. On discute qu'est-ce qu'on va faire. Donc, les éléments du backlog qu'on va devoir traiter en fait dans le sprint et comment on va les faire. Donc, comment on va décortiquer ça en tâches et quelle est la conception et les designs qu'on va mettre en place. Donc, dans cette réunion-là, bien sûr, il y a beaucoup de design, beaucoup d'interactivité. Il y a du travail collaboratif et il y a de l'engagement de l'équipe vers la fin. Comment ça? On va voir ça dans le détail. Donc, la première étape, l'équipe, elle se met d'accord sur la longueur du sprint. Alors, on va dire, la première fois, on va partir sur un sprint de 15 jours. Il est recommandé de garder la même durée de sprint pendant tout le projet parce que ça nous donne une idée sur la capacité de production. Si on fixe les ressources, le nombre de personnes qui travaillent sur le projet, et si on fixe la durée, à un certain moment, on peut savoir combien on produit et on arrive à estimer en quelque sorte, en fonction des fonctionnalités qu'on a, la date de fin de tout le projet. Donc, ce qui est bien, c'est vraiment, il est recommandé de garder la même durée du sprint. Alors après, le product owner, il va expliquer les fonctionnalités à l'équipe, on va discuter, on va essayer de rentrer dans le détail des fonctionnalités dans cette réunion-là et on va, en fait, ce qu'on va dire, inventer ou créer ce qu'on appelle un goal, un objectif pour le sprint. Le goal, son objectif, en fait, c'est de permettre de se concentrer sur une finalité. Donc, on va dire, par exemple, ce sprint-là, son objectif, c'est de produire le module administration. Donc, on sait que tout ce qui fait en sorte que le module administration il soit fin prêt pour le client est bon à être intégré dans ce sprint-là. Donc, l'étape 2, toute l'équipe, et pas que le Scrum Master. Le Scrum Master ici, je rappelle, c'est pas un chef de projet, c'est pas celui qui définit les tâches et c'est pas lui qui attribue les tâches. Oui, voilà. Durant tout ce début de formation, j'ai pas entendu parler du manager. J'aimerais savoir quelle est concrètement la place du manager dans la démarche Scrum et est-ce que nous avons réellement besoin d'un manager? Alors, le manager, en fait, je veux dire, c'est un niveau au-dessus, hein, en fait. C'est peut-être le chef du Scrum Master. C'est peut-être le donneur d'ordre. C'est celui qui se positionne au-dessus du Scrum Master, du Product Owner. Mais il n'est pas, en fait, dans le framework Scrum. On va dire, si c'est pour des problématiques de budget, de coûts, de date de fin, de prédiction, de gestion de ressources, il est en contact généralement avec le Scrum Master. Alors, ce qui vient, faut rappeler que pour Scrum, le management, en fait, il est dilué sur les différents rôles de l'équipe. Le Scrum Master, il va gérer la partie coût et la partie ressources et la partie administrative de l'équipe, on va dire en quelque sorte. L'équipe, elle va gérer la partie conception, la partie design, la partie planification, la partie affectation des tâches, parce qu'elle s'auto-affecte des tâches.
Et le Product Owner, il va gérer la relation avec le client. C'est une interface, un proxy qui gère le contact et la relation avec le client. Donc, c'est lui qui regarde quels sont leurs besoins et c'est lui qui regarde leur degré de satisfaction par rapport aux livrables qui sont effectués par l'équipe. Donc, le manager veut dire il n'intervient pas, il est subtil, il ne vient pas ici en fait dans cette notion de Scrum parce qu'il ne fait pas partie du framework Scrum. Mais il peut être en façade. Il est en train de communiquer avec le Scrum Master sur les problématiques de coût, de budget, de ressources. Il est en train de communiquer avec le Product Owner sur les problématiques de fonctionnalité, de satisfaction client. Et généralement, il ne rentre pas en contact avec l'équipe parce que le Scrum Master, il fait office de bouclier. Il protège l'équipe de toute interruption, de toute intervention dans une autre fonctionnalité ou un autre travail. Ou autre réunion. Donc, l'étape 2, en fait, de la planification, donc on définit les tâches et on estime ensemble, en fait, le coût de chaque tâche, le coût de chaque fonctionnalité. On peut faire, en fait, le jeu avec la notion de planning poker. Il y a une vidéo qu'on a déjà fait qui est sur notre chaîne Kava, qui explique comment faire, en fait, le planning poker pour estimer les tâches. Après, il y a un travail de négociation qui se fait. Donc, la négociation, elle se fait avec le Product Owner pour dire est-ce qu'on intègre ces tâches-là, cette fonctionnalité-là dans le sprint ou on l'intègre pas. Après, bien sûr, on essaie de définir comment on va atteindre les objectifs du sprint. Donc, il y a vraiment un engagement de l'équipe sur les éléments qui sont pris dans le sprint backlog. Alors, ce qui vient ici, c'est que personne n'impose un travail à l'équipe. C'est l'équipe qui dit je peux m'engager sur cette charge de travail. Je comprends d'abord ce qu'il faut faire. Parce que Scrum, il vient avec la notion de ready, c'est-à-dire une fonctionnalité prête à être développée. La schizophrénie des projets classiques, c'est que généralement, des fois, on donne une fonctionnalité qui n'est pas fin prête aux gens pour qu'ils travaillent dessus et on fait un travail de spécification en supposant que la spécification est déjà faite. Or, c'est le développeur qui doit faire cette spécification. Et donc, du coup, il y a un retard sur la tâche de développement. Il ne peut pas démarrer parce que la fonctionnalité n'est pas encore claire. Alors, on a une ou deux questions. Oui, nous avons une question de Asma. Donc, le chef de projet ne peut pas jouer le rôle de Scrum Master et Product Owner. Faut-il absolument séparer les rôles? Ça, c'est un reliquat de la démarche en cascade. Alors, oui et non. Oui, avec des réserves. Il faut savoir que le Product Owner, dans l'esprit, c'est quelqu'un qui est en interface avec le client. C'est quelqu'un qui représente le client. Alors, la force de Scrum et la force des démarches agiles, c'est qu'on dit qu'on intervient et on interagit et on collabore avec le client de façon presque quotidienne pour arriver à un produit qui satisfait le besoin du client. Donc, le Product Owner, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Il est en train de faire le raffinement de backlog, il est en train de faire les démos avec le client, il est en train de voir est-ce que le client est satisfait. Donc, il est vraiment full. Le Scrum Master, lui, dans un autre niveau, il a d'autres attributions. Il est en train de gérer la motivation de l'équipe, il est en train de gérer les ressources, il est en train de faire en sorte de protéger l'équipe des interventions, que ce soit du Product Owner ou des managers, et il est en train de faire en sorte que le projet avance correctement. Donc, il mesure la vélocité, il mesure la productivité. C'est vraiment possible de mélanger les deux, mais c'est un peu difficile. Moi-même, j'ai fait en sorte de mélanger les deux rôles, mais c'est vraiment difficile parce que des fois, on s'éloigne des objectifs. Donc, il faut savoir que les deux rôles, les deux casquettes, ils ont deux objectifs différents. Et il ne faut pas s'éloigner et dire on n'a qu'un chef de projet, on va le transformer en même temps en Scrum Master et en Product Owner, parce que généralement, le chef de projet dans les projets classiques, il fait les deux. Il fait Scrum Master et il fait Product Owner, mais il les fait de façon chaotique. Donc, si on sent que le chef de projet a besoin de support, il peut nommer quelqu'un qui peut faire le proxy avec le client et qui peut jouer le rôle de Product Owner sous sa tutelle. Mais généralement, il faut essayer de séparer les deux rôles parce que c'est des rôles qui ne sont pas, je veux dire, cohérents en quelque sorte. D'accord. Nous avons une autre question de Nabil. En tant que développeur, nous devons toujours utiliser de nouvelles technologies pour créer un site web, par exemple. Donc, comment va-t-on estimer le temps des sprints tant qu'on ne sait pas le niveau de difficulté de ces technologies? Alors, ce qui vient, c'est que dans Scrum, on n'estime pas le temps du sprint. En fait, on fait ce qu'on appelle des projets en mode date-driven. C'est-à-dire qu'on fixe une date de fin et on regarde ce qu'on va pouvoir faire.
et on apprend et on s'améliore. Donc, si on ne connaît pas la technologie, je vais donner deux réponses à cette question-là. Je vais donner une réponse qui vient de la démarche Scrum et une réponse qui vient de la démarche Extreme Programming. Donc, la démarche qui vient du Scrum, c'est qu'il dit, on est là, on a une technologie qu'on ne maîtrise pas et on veut développer quelque chose sur la base de cette technologie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va partir sur un sprint de 15 jours, donc 2 semaines. On va démarrer le lundi et le lundi d'après et le vendredi, dans la deuxième semaine, on va finir. On va faire le maximum et on va voir combien on va produire. Et c'est ça, en fait, qui va nous donner notre capacité de production. Si on arrive à finir, c'est bon. Si on n'arrive pas à finir, le prochain sprint, on va réduire le nombre de fonctionnalités qu'on va prendre par rapport à l'équipe qu'on a mis en place. Et comme ça, on s'améliore. Alors là, c'est la réponse de Scrum. La réponse de l'Extreme Programming, c'est qu'on met ce qu'on appelle des spikes. Les spikes, en fait, c'est des petites missions de découverte qui sont limitées dans le temps. Par exemple, je ne sais pas moi, on veut développer un projet avec du Python et on n'a jamais fait du Python parce qu'on a toujours fait du Java. Donc, on va demander à quelqu'un, on va lui dire, écoute, tu vas nous faire une mission d'exploration pendant 1 jour, 2 jours, et tu vas nous dire comment tu peux faire en sorte de faire le minimum, je sais pas, 1%, 2% de fonctionnalité, et tu nous donnes ton estimation par rapport à la difficulté. Donc, c'est un retour d'expérience sur quelque chose de concret qui va nous donner, en fait, le niveau de difficulté qui va nous permettre d'estimer l'ensemble de la fonctionnalité par extrapolation. Donc, si on a fait 2%, 5%, 10%, on sait estimer les 90% restants. Donc, voilà deux réponses pour dire comment on aborde, en fait, le thème des technologies qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Nous avons ensuite une question de Omar. Si nous n'avons pas validé toutes les requêtes done, exemple tel n'a pas pu faire le code review, question de temps, et le client a exigé d'avoir cette user story done, ce sprint, et est-ce qu'on peut dire que cette user story est done? La réponse est non. Pourquoi non? Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose que Scrum, il vient pour éviter. C'est que si on n'a pas fait des choses, tout ce qu'on n'a pas fait, il se transforme en dette. C'est des dettes techniques. Il y a une fonctionnalité qui n'est pas testée. Il y a une fonctionnalité qui n'est pas reviewée. Il y a une fonctionnalité qui n'est pas documentée. Il y a une fonctionnalité qui n'est pas complète ou qui contient 1 ou 2 bugs qu'on peut masquer et qu'on ne va pas montrer au client, mais on va dire, elle est faite en attendant qu'on corrige le bug. Le problème, c'est que dans Scrum, il y a un sprint et c'est tout de suite après, il y a le sprint suivant. Il n'y a pas de temps pour corriger ces petits trucs-là, ces petites dettes. Et plus les dettes s'accumulent, plus à la fin, on va se retrouver avec un ensemble de dettes qu'on ne peut pas réaliser et le produit va être de très mauvaise qualité. Donc, la réponse à la question, ici, c'est la transparence. Parce que Scrum, en fait, dans ses piliers, c'est la transparence. Ce qu'on dit au client, monsieur client, on a fait de notre mieux, mais on n'a pas fini cette fonctionnalité-là parce qu'elle n'est pas reviewée. Donc, on va faire le code review. Et quand on fera le code review, vous allez recevoir cette fonctionnalité-là. Mais pour le moment, elle n'est pas faite. Elle est faite à 0%. Si vous considérez que cette fonctionnalité-là, elle est toujours prioritaire, on la mettra dans le sprint qui suit et on activera pour qu'elle soit vraiment review. Il faut imaginer le cas où on fait de la code review et que le code review, il révèle des bugs, des lacunes, des problèmes et qu'il faut refaire tout ça. Donc, ça peut générer une charge de travail qui est conséquente et ça peut allonger la durée du sprint. Donc, on ne va pas dire qu'il reste juste ça et la fonctionnalité est faite. On va dire la fonctionnalité n'est pas faite et on peut la faire si on décide de prioriser. Voilà. OK. On continue. Donc, on a parlé de l'engagement. Ce qui est bien, comme on a dit en fait dans Scrum, c'est que l'équipe, elle s'engage. L'équipe, elle s'engage sur ce qu'elle veut faire et c'est vraiment quelque chose qu'elle maîtrise. On n'impose pas à l'équipe ce qu'elle va faire. Donc, le sprint backlog, c'est vraiment une liste très, très basique, une liste Excel où on voit les fonctionnalités et le détail des choses qu'on va faire. Et puis, une estimation d'effort. Une estimation, généralement, dans les méthodes agiles, on estime avec les points de fonction. Donc, on a parlé du sprint goal. On a dit le sprint goal, si on a une fonctionnalité et qu'on a designé cette fonctionnalité-là en fait dans le sprint backlog, on est à même de modifier cette fonctionnalité-là au cours du sprint si c'est toujours en accordance avec le sprint goal.
Je veux dire, l'équipe, elle a la latitude de modifier, de transformer des choses dans les user stories si on voit que ces user stories ne sont pas cohérentes avec le sprint, avec le goal du sprint. Donc ça donne de la latitude, ça donne de la flexibilité et ça donne la possibilité de faire du travail collaboratif. Il faut vraiment considérer que le Scrum, il est là pour permettre à l'équipe de créer un effort de créativité et d'inventivité. Je vous renvoie à un livre en fait d'Alistair Cockburn qui dit que le software développement est un jeu de coopération et d'innovation. Donc, il ne dit pas qu'on peut tout savoir au tout début. Non, on ne sait pas tout au tout début. On sait au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer sur le projet. Et plus on a d'informations, plus on est à même d'affiner et de mettre un produit qui est de meilleure qualité pour le client. Nous avons une question de Hajar. Quand est-ce qu'on pourrait considérer qu'une user story est ready, le minimum? D'accord. Alors, généralement, c'est très simple. Vous êtes en train de faire du grooming. Vous êtes en train de discuter avec le product owner. Donc, il y a tous les développeurs qui sont là, qui sont en train de poser des questions. Si vous voyez que les débats s'éternisent, ça veut dire que la fonctionnalité n'est pas ready. Ça, c'est un indicateur. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à estimer, vous n'arrivez pas à concevoir ce qu'il y a dans la fonctionnalité pour la mettre en place, c'est que la fonctionnalité n'est pas ready. Si le product owner n'arrive pas à répondre aux questions qui sont posées par rapport à cette fonctionnalité-là, c'est que la fonctionnalité-là n'est pas ready. Donc, vous pouvez mesurer ça. Vous pouvez mettre en fait un barème. En fait, si vous êtes en train de discuter une fonctionnalité pendant plus de 15-20 minutes, alors généralement là, et que vous voyez qu'il y a plein de cas qui ne sont pas couverts, plein de choses qui ne sont pas claires, alors vous pouvez décider que la fonctionnalité là n'est pas ready et vous pouvez la postponer, la décaler par rapport à un sprint qui vient plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose qui se voit en fait en commun accord entre l'équipe et le product owner. Ce qui est bien, c'est que l'équipe ici, quand elle est en train de faire de la planification, c'est elle qui décide de prendre des fonctionnalités et de les mettre dans le sprint backlog. Si elle ne sait pas ce qu'il y a dans la fonctionnalité, s'il ne sait pas comment développer cette fonctionnalité, s'il ne sait pas donner les tâches qui sont dans cette fonctionnalité-là, c'est que forcément, la fonctionnalité-là n'est pas ready, n'est pas prête à être développée dans le sprint courant. Et donc, il faut faire un effort supplémentaire de grooming de cette fonctionnalité-là pendant les semaines qui viennent. Il faut savoir que le grooming, en fait, il se met en parallèle avec les sprints courants. Pendant le sprint courant, on est en train de développer les fonctionnalités du sprint backlog et on est en train de groomer, de raffiner les fonctionnalités des sprints qui viennent. Si on ne fait pas du grooming, on n'aura pas assez d'éléments pour alimenter les sprints qui viennent. Donc, il faut vraiment faire toujours du grooming. Des fonctionnalités qui sont en train d'être développées dans le sprint courant, elles sont fin prêtes, ready à être développées. Et on est en train de préparer les autres fonctionnalités pour les sprints qui viennent. Donc, quelques bonnes pratiques. Quand on est en train de faire les tâches, il faut savoir qu'il faut essayer de faire des tâches de moins d'un jour pour avoir une visibilité sur l'avancement. C'est bien sûr l'équipe qui estime, c'est pas le Scrum Master, c'est pas le Product Owner, c'est un travail collaboratif. Le principe, il est simple. Ceux qui font le travail savent en combien de temps ils peuvent faire le travail. Donc, il n'y a pas mieux que eux qui savent. Même si le Scrum Master est un super architecte, c'est pas lui qui va coder la fonctionnalité, c'est la personne qui vient d'être recrutée, qui est peut-être sortie d'école, qui va faire ça. Parce qu'il a été recruté pour coder cette fonctionnalité-là. Le Scrum Master et le Product Owner, aussi expérimentés qu'ils soient, ne sont pas ceux qui vont développer la fonctionnalité-là. Donc, il ne faut pas tomber dans cet exercice de schizophrénie de dire non, ça je maîtrise, je sais que cette fonctionnalité-là, elle coûte un jour, donc je vais mettre un jour. Non, c'est la personne, c'est l'équipe qui va travailler sur cette fonctionnalité-là, qui va donner une estimation. Et là, on n'est pas en fait dans un rôle de flicage, de dire il a donné une grosse estimation ou il a donné une estimation qui est un peu bizarre. Non, on n'est pas dans ce sens-là. On est dans une logique en fait de production en mode équipe. Donc à chaque fois, en fait, si vous voyez dans le planning poker, ce qui se passe, c'est que l'équipe travaille pour arriver à un consensus sur la planification et ceux qui donnent le plus bas chiffrage avec ceux qui donnent le plus haut chiffrage débattent pour savoir est-ce qu'il y a des éléments qui sont cachés qui font en sorte que ce chiffrage-là est élevé.
dans un sens, ou il y a des éléments qui font en sorte que cette fonctionnalité-là est simple. Et l'idée, c'est d'arriver à un consensus. Donc, il ne faut pas, pour arriver en fait à une estimation qui est cohérente dans Scrum, il ne faut pas grogner les gens qui donnent des estimations soit faibles, soit hautes. Il faut vraiment que l'équipe discute et débat pour arriver en fait à un consensus. Voilà, on a répondu à cette question-là. Si l'équipe n'a produit aucun livrable fait à la fin du sprint, alors bien sûr, on ne produit rien, on ne présente rien au client et on remet tout dans le backlog pour le sprint qui suit. Ça évite les dettes techniques et ça nous permet d'être cohérents avec ce qu'on est en train de faire. Alors, la mêlée, la Daily Scrum. Alors, la Daily Scrum, en fait, les gens qui font la migration des projets waterfall, des projets en cascade, ils transforment la mêlée en réunion de reporting. Donc, l'équipe, elle vient et elle va dire au Scrum Master, qui vient juste de changer de casquette et qui s'est transformé en Scrum Master. Donc, il a enlevé la casquette chef de projet et remis la casquette Scrum Master. Et chaque personne, elle va lui dire, oui, par rapport à la fonctionnalité telle, je suis à 80% d'avancement. Par rapport à la fonctionnalité telle, j'ai tel blocage. Non, c'est pas ça. C'est pas l'objectif de la mêlée. L'objectif de la mêlée, c'est de s'entraider. C'est un peu à la sauce rugby, en fait. Si vous voyez ici, il y a tout le monde qui est en train de s'épauler pour pousser l'autre équipe pour arriver à obtenir le ballon. Donc, le ballon ici, c'est le sprint goal et l'équipe, c'est ces gens-là qui sont en train de travailler comme une seule personne pour arriver à réaliser les objectifs du sprint. Et c'est là, en fait, pendant la mêlée, on est en train de discuter des blocages, mais en termes d'équipe. On est en train de voir, là on a bloqué, là on a eu du souci, là on a eu des problèmes. Et si quelqu'un a une idée, il va la donner aux autres pour partager, pour pouvoir avancer. Alors c'est pour ça que la mêlée quotidienne, elle demande en fait de la transparence. Donc si quelqu'un est bloqué, il va dire je suis bloqué, aidez-moi s'il vous plaît, puisque c'est un travail d'équipe. Ça demande du self-management parce que les gens en fait ils sont en train de voir par rapport aux fonctionnalités qui sont dans le sprint backlog et par rapport au temps qui reste, est-ce qu'ils vont pouvoir finir ou ils vont pas pouvoir finir. Et ça demande de la présence parce que ça demande que toute l'équipe qui est en train de travailler sur le sprint soit présente pendant cette réunion-là. Donc, si on met en fait une heure de mêlée quotidienne, de daily scrum, il faut la respecter, il faut que tout le monde soit présent, il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde parle de façon transparente. Voilà, généralement, la mêlée quotidienne, elle se fait devant le Scrum Board. Dans le Scrum Board, en fait, on a le burn down chart, donc où on voit l'avancement, la consommation des éléments qui sont dans le sprint par rapport au nombre de jours qui sont dans le sprint. On voit ce qu'on appelle le parking lot. Donc, le parking lot, c'est là où on met tous les problèmes, tous les blocages qu'on rencontre pendant notre sprint. Et on voit l'avancement des tâches. Et on voit l'avancement qui fait quoi, là où il est bloqué, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est vraiment, c'est là où on travaille. Et c'est là, à ce moment-là, en fait, au moment de la mêlée, où on met à jour le Scrum Board. Le Scrum Board, c'est un outil très, très puissant qui permet, en fait, au management, on a parlé toujours du manager tout à l'heure, ça permet au manager de venir et voir l'avancement sans pour autant perturber l'équipe. Donc, si quelqu'un a besoin d'avoir des informations par rapport à l'itération ou par rapport au projet dans sa globalité, il n'a qu'à regarder le Scrum Board et il voit tout ce qui se passe, tout ce qu'on a accompli et tout ce qu'on est en train d'accomplir pendant le moment actuel et tous les blocages sur lesquels on est en train d'essayer de résoudre. Voilà, quelques bonnes pratiques. Donc, c'est une réunion qu'il faut faire de façon quotidienne. On la met debout. On fait debout pour arriver à la time boxée, parce que c'est une réunion qui dure 15 minutes. Donc, il faut vraiment… Les gens qui ont des choses, des problèmes, des soucis, il faudrait qu'ils préparent ça. C'est pas une réunion débat. S'il y a des sujets particuliers à traiter, on va pas spammer tout le monde avec ces sujets-là. Donc, c'est les personnes qui sont intéressées qui discuteront, mais après la réunion. Donc, la réunion de mêlée, c'est vraiment pour signaler le problème, pour dire j'ai un problème, j'ai un blocage, j'ai fini, je vais prendre une autre tâche. Comment on va faire pour arriver à l'objectif final du sprint? Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la mêlée quotidienne. Et bien sûr, la mêlée n'est pas une réunion de statut d'avancement, comme j'ai dit. La mêlée n'est pas une occasion de montrer ses compétences linguistiques, on se limite à l'essentiel. La mêlée n'est pas une réunion qui dure toute une matinée, il faudrait que ça dure 15 minutes, c'est pour ça qu'on est debout. C'est parce qu'à un certain moment, on va avoir mal aux jambes et on va vouloir s'asseoir. Et c'est là qu'on sait qu'on a dépassé en fait les 15 minutes allouées imparties pour cette réunion-là. Elle n'est pas intéressante juste pour le chef de projet.
Ce qui est aussi recommandé, c'est que le Scrum Master ici, ou le chef de projet qui s'est transformé en Scrum Master, il assiste des fois et des fois il peut ne pas assister pour enrichir cet esprit de self-management dans l'équipe. Parce que les équipes Scrum, elles devraient pouvoir prendre des décisions et des initiatives toutes seules. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Scrum Master il vienne à chaque fois donner les solutions. Lui, il donne les solutions au blocage administratif, mais les solutions de conception et d'architecture, il faudrait que ça puisse venir aussi de l'équipe, beaucoup de l'équipe. Alors, si l'équipe décide de ne pas faire de mêlée, là, c'est un problème parce que ce qui va se passer, c'est que l'équipe, en fait, elle va perdre l'information de l'avancement du projet et qu'on va se retrouver avec un ensemble de personnes qui font partie de la même équipe, mais qui travaillent de façon isolée. Et ça, c'est pas recommandé. Alors, ce que Jeff Sutherland, en fait, le créateur du framework Scrum, il dit, le travail, en fait, dans Scrum, pour lui, c'est pas que de la production, c'est aussi le partage d'informations. Parce que le partage d'informations entre les membres de l'équipe, il permet de réduire les pertes. Les pertes dans le sens où une fonctionnalité est déjà faite par une personne et elle va être faite par une autre personne parce que cette personne-là ne sait pas que son ami, son collègue a déjà fait cette fonctionnalité-là. Il y a beaucoup de pertes comme ça qu'on voit dans les projets faute de communication. Il y a des idées qui sont intéressantes, il y a des solutions à des problèmes qui sont intéressants. Il suffit juste d'énoncer le problème et les gens, ils vont donner la solution. Alors, Scrum, il vient avec une démarche qui est ouverte, qui est transparente, et les gens, en fonction de cette transparence-là, avec ce partage d'informations-là, ils arrivent à recueillir le maximum de feedback de leurs coéquipiers pour arriver à résoudre leurs problèmes plus vite. Donc, ce qui réduit, en fait, le temps de blocage. Oui, Euh, Est-ce que justement cette ouverture que permet Scrum, cette absence de barrière sociale, ne risque pas de mener des fois à des déraillements, des discussions qui se font hors le projet, etc. Et donc une perte de temps. Alors, il faut savoir que une équipe qui fonctionne en mode Scrum, c'est une équipe qui est vraiment différente d'une équipe standard. C'est une équipe où on a une ambiance un peu plus fun, on discute beaucoup, on a souvent l'impression que les gens ne travaillent pas, mais les gens ils travaillent et les gens ils écoutent. Et chaque personne en fait qui découvre quelque chose, elle va le partager avec les autres. Donc c'est très bruyant, assez bruyant. Mais c'est un principe en fait qui vient de l'extreme programming. En fait, c'est ce qu'ils appellent l'osmotique, la communication osmotique. Donc cette communication osmotique, c'est le fait de dire et de connaître tout ce qui se passe dans le projet en étant dans un même open space. Et donc si on a besoin de quelque chose, on sait que cette personne-là, elle est déjà tombée dans ce problème-là et que cette personne-là a déjà résolu ce problème-là et qu'on va réutiliser cette solution-là pour le problème qu'on vient de confronter. Donc ça permet en fait de garder en fait une historique des informations, des problèmes, des retours d'expérience qu'on est en train de vivre. Bien sûr, l'enlèvement des barrières sociales, il demande une certaine maturité. Les gens, ils doivent savoir respecter les autres, savoir respecter en fait leur intimité, respecter en fait leur façon de travailler. Il faut pas rire du travail des autres, il faut pas rire des conceptions et des pensées des autres. C'est vraiment un mode team où on est en train de travailler sans barrière sociale, que tout le monde puisse partager, mais avec un grand respect. Faut pas dépasser la notion de respect dans les équipes Scrum. Et bien sûr, les équipes Scrum, elles rigolent beaucoup, ils discutent beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Ça peut des fois dérailler et sortir du cadre du travail, mais c'est parce qu'on est en train de décompresser. Mais cette ambiance-là de fun, cette petite ambiance de famille, ça fait en sorte que le produit, il est de très bonne qualité. Parce que si on va avoir des gens qui sont transparents, il faudrait que cette transparence-là, elle soit construite au fur et à mesure. Et on ne peut pas construire la transparence uniquement avec le monde professionnel. Il faudrait que ça rentre un peu dans les aspects personnels, qu'on puisse discuter de choses et d'autres, de banalités. Et puis, voilà. Alors, une question très importante, c'est comment établir la confiance avec le client. Alors, une des réponses, c'est le client n'a pas confiance dans les équipes de développement et les équipes de production parce qu'il n'a pas confiance en leur capacité à produire quelque chose de concret. Donc ici, on applique un dicton, c'est les choses qui font mal, on les fait plus souvent. Et les choses qui font mal dans un projet, c'est le refus du projet. C'est le client qui n'est pas content.
Donc ça fait mal. On a investi, on a fait beaucoup de travail, on présente le produit au client, le client n'est pas content. Donc, du coup, ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait beaucoup de problèmes et de dérapages, c'est qu'on présente souvent au client. Et c'est là l'objectif du feedback et de la réunion de rétrospective. Donc le feedback, en fait, juste une définition du feedback, c'est une information de valeur, c'est quelque chose qui est très utile, qui se déroule dans le passé et qui est divulgué dans notre contexte ici par le client, dans le présent, pendant la réunion de review, pour donner un effet positif sur le futur. Donc voilà, la review, elle demande de la transparence dans les deux sens. Comme on a dit, en fait, l'équipe qui a produit le projet, qui a produit le produit, elle va expliquer ce qui a été fait et comment ils ont fait et ne pas montrer les choses qui ne sont pas finies. Et le client, il va donner un feedback sincère et honnête par rapport au produit qui a été développé. Donc les étapes. Une réunion de rétrospective, c'est une réunion informelle entre le client, le product owner et les membres de l'équipe. Donc tout le monde est là, tout le monde est en train d'écouter. C'est pas que le Scrum Master avec le client, c'est tout le monde. On explique ce qui a été fait, on voit ce qui reste à faire sur le product backlog et on donne en fait en quelque sorte un pronostic sur la date de fin en regardant le reste à faire dans le product backlog. Et puis après, on fait une démo. Et dans la démo, on présente vraiment une démo réelle d'un produit qui est fini et on écoute les questions et les remarques et les feedbacks du client. Et bien sûr, on fait un sommaire du prochain sprint et on fait une revue de combien on a consommé jusqu'à ce moment-là et à quel moment on risque de finir les éléments qui restent dans le product backlog. Donc bien sûr, le feedback, il est très important. C'est le feedback qui fait en sorte que le produit, il a de la valeur aux yeux du client. Donc il faut vraiment le faire. Euh, et on ne fait pas quelque chose juste pour dire qu'on est en train de montrer au client. Non, on est là, on accepte les remarques du client, on accepte ses recommandations, on accepte ses idées, parce que c'est lui qui est utilisateur du produit. Et s'il est content, le produit va être vendu et le produit il va réussir. Alors, la remise en question, la review, elle remet en question le produit. La rétrospective, elle remet en question l'équipe, le mode de fonctionnement et Scrum. Donc, c'est une occasion en fait qui vient à chaque fin de sprint, qui permet en fait de se remettre en question, de poser les bonnes questions sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors là, on fait une inspection, comme on a dit, de l'équipe, une inspection, mais pas une inspection dans le sens anglo-saxon, hein, pas dans le sens français, parce que le sens français, il est un peu péjoratif. Donc, on est en train juste de voir, nous en tant qu'équipe, mais pas un chef de projet ou un manager ou un product owner, ce qui ne marche pas dans notre relation, dans notre discussion, dans notre façon d'aller, dans notre productivité. Et puis, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas bien compris dans l'application de Scrum, là où ça coince. Bien sûr, ici, il y a une méthode pour faire ça. En fait, on regarde ce qu'on a mal fait de façon très transparente, hein. Généralement, ici, des fois, on recommande même pas la présence, on recommande pas la présence du client, on recommande pas la présence du product owner. C'est généralement seulement le Scrum Master et l'équipe qui assistent pour savoir ce qui n'a pas été bien fait. Donc, on arrête de le faire. Ce qu'on a bien fait, donc on continue à le faire. Et ce qu'on n'a pas fait du tout. Et là, on démarre, on commence à le faire. Alors on évalue pendant cette réunion-là, on évalue le process. Qu'est-ce qui amène de la valeur, qu'est-ce qui n'amène pas de la valeur, qu'est-ce qui fait juste perdre du temps. On évalue l'équipe, et pas par une personne. Et on évalue les individus, mais ça c'est quand il y a des dérapages. Alors, généralement, la rétrospective, elle doit donner lieu à quelque chose qui est vraiment factuel, hein. Ça ne doit pas juste être une réunion, écouter les amis, on doit s'améliorer parce qu'on n'a pas bien fait. Ça, c'est pas une réunion de rétrospective. Il faut vraiment arriver à quelque chose qui est concret. La réunion de planification, notre réunion de planification, elle n'est pas bonne. On doit faire une réunion de planification qui est plus efficace. Comment on fait en sorte que la réunion de planification est plus efficace? On a une question? Alors, on a une question de Haja. Le product owner a-t-il le droit de pondérer les user stories avec l'équipe de développement lors du sprint planning? Car en général, il a tendance à pondérer en moins. Cas où le PO joue aussi le rôle de la Sécu? Je sais pas. hmm,
Je réponds à la première Ouais. question déjà. Ce qui est recommandé, c'est que c'est les gens qui vont faire le travail qui estiment le travail. Le product owner, généralement, il n'estime pas le travail. Le product owner, il reçoit les estimations de l'équipe technique. Parce que c'est eux, ce qu'il peut donner, il peut donner la valeur. La valeur en tant que fonctionnalité, la désirabilité du produit par rapport au client. Et c'est les équipes qui vont développer, qui vont donner l'estimation d'effort. Donc, généralement, ce qui est recommandé, c'est que le product owner, il n'estime pas. Il rentre pas dans la pondération des user stories avec les équipes de développement. Alors, la deuxième question de Hajar, le PO peut-il demander des points de suivi, d'avancement des user stories dans les réunions de raffinement lors du sprint en cours? Ouais, enfin, le product owner, il fait les réunions de raffinement avec l'équipe en fait. Il ne fait pas en fait, c'est pas deux équipes différentes. Il est là, on est en train de discuter. L'équipe de développement, elle pose les questions au product owner et lui il répond. Et on est en train d'affiner la fonctionnalité avec cet échange-là. Alors faire un rapport ou des points d'avancement, ça veut dire que c'est pas lui qui contribue. Non, lui il contribue. S'il y a besoin d'un rapport comme ça, on peut le faire, mais c'est généralement une perte de temps. Généralement, on instaure tout ce qu'on a discuté dans un fichier Excel ou un outil, je sais pas, maintenant Jira, je sais pas si vous connaissez Jira Agile, ils font en fait la gestion de backlog et on peut mettre toutes les fonctionnalités, toutes les idées de l'équipe, toutes les idées de design sur un outil qui est sur le cloud. Et bien sûr, on peut discuter et avoir l'avancement par rapport aux fonctionnalités qui sont les plus prioritaires. Ce qui se passe, c'est que le product owner, il va venir après, à un certain moment, quand il aura la réunion qui est close avec l'équipe de développement, il va venir et il va voir ce qu'il va prioriser par rapport aux discussions qu'il a eues avec l'équipe. Donc, il peut modifier l'ordre de priorité des éléments du backlog par rapport à la maturité, à la readiness, je veux dire, de ces éléments-là, suite aux réunions de raffinement qu'il a fait avec l'équipe. Voilà. On revient sur la rétrospective. On a dit en fait, ça devrait être quelque chose de concret, ça devrait être prioritaire si ça fait beaucoup mal ou si ça va faire avancer le projet plus vite. Et on cherche vraiment, vraiment dans la réunion de rétrospective à rendre la vie agréable à tous, à toute l'équipe de développement, au Scrum Master et Product Owner. Donc, toutes les choses qui font en sorte que la cohésion de l'équipe Scrum n'est pas bonne, on est en train de revoir ça pendant la rétrospective. Et bien sûr, à la fin, on revoit la définition de fait. Donc, l'équipe Scrum, elle a un désir d'accroître le niveau de qualité du produit. Et donc, ce désir, en fait, elle va le mettre en place, en fait, dans la réunion de rétrospective. Donc, on peut dire qu'on voudrait que cette fonctionnalité-là, elle soit comme ça, comme on avait dit au début, donc développer, tester, le code il est reviewé, on a vu l'architecture. Après, on peut se mettre en place sur une cohérence avec des normes, ISO 9001, d'autres choses, un référentiel, une façon de faire, un design. Donc, on peut rajouter tout ça dans notre définition de fait pour arriver à un produit qui soit de meilleure qualité. Alors les freins, généralement les freins, j'ai mené beaucoup de réunions de rétrospective, alors les gens, quand on leur pose la question qu'est-ce qui va mal, c'est le vide absolu, hein, personne ne répond. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a des livres en fait qui permettent de mener à bien les rétrospectives. C'est un métier à part entière, un facilitateur de rétrospective, pour amener les gens en fait à dépasser leur timidité, à dépasser les barrières sociales, à dépasser la hiérarchie, parce que souvent il y a des gens à dépasser aussi leur ego, parce qu'il peut parler de quelque chose qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas aimé, et il ne veut pas passer pour quelqu'un de ridicule ou quelqu'un qui n'a pas compris. Donc il y a des efforts d'échauffement. Il y a un très bon livre en fait sur les rétrospectives qui s'appelle Make Team Better, qui est rédigé par Lisa Atkinson, je crois, qui parle en fait de comment faire en place. Il y a déjà un exercice d'échauffement, de team building au début, pour rassurer les gens quant à leurs paroles, à ce qu'ils vont dire pendant la rétrospective, que ça ne va pas être utilisé contre eux, comme on dit dans les films américains. Donc c'est quelque chose qui échauffe, qui donne un avant-goût de pourquoi les rétrospectives sont bonnes, parce que si les gens ne contribuent pas, on va se retrouver dans des rétrospectives de 5 minutes. Bonjour les gars, qu'est-ce qui va mal? Rien. Qu'est-ce qui va bien? Tout. Alors on arrête, c'est bon, on a fini, on passe à la suite. Ça, c'est pas une rétrospective. Les rétrospectives, c'est vraiment des débats
qui peuvent être des fois très chauds, hein. C'est vraiment des choses, des règlements de compte. Faut pas que ça vire au règlement de compte individuel, mais ça peut être des histoires comme ça. C'est quelqu'un qui ne m'a pas aidé, c'est quelqu'un qui a écrasé mon code, c'est quelqu'un qui fait ceci, fait cela. J'ai pas compris cette démarche-là dans Scrum. Je sais pas pourquoi le product owner nous impose du travail alors qu'on est en train de faire d'autres travaux. On est beaucoup perturbé par les managers quand on est en train de faire notre travail sur le sprint. Donc, du coup, on est en retard. Je ne comprends pas la définition de fait. C'est des discussions qui sont très honnêtes, très sincères, dans le but d'arriver à réaliser des objectifs communs, c'est-à-dire un meilleur produit pour le client et une meilleure qualité de vie pour les gens qui exécutent le travail. Alors, les bénéfices de Scrum, on est bientôt arrivé à la fin. Tenez bon, on est vraiment sur la phase la plus intéressante. Donc, les bénéfices de Scrum, c'est que, comme on a dit, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur le projet en général. Donc, le management, pour revenir à la question de Marois, il sait où le projet réellement va parce qu'il a quelque chose de concret. Et l'équipe, elle est fière et contente parce qu'elle acquiert la capacité de produire des livrables sous un délai qui est vraiment limité. Donc voilà. Et du coup, comme le management, il sait où le projet il va, il peut arrêter le projet en possédant de la valeur. Il ne va pas jeter ce qui est produit dans la poubelle. Il a quelque chose qui est utilisable. Il a à un certain moment, il va se dire, j'ai dépensé assez d'argent, donc je vais arrêter le projet parce que ce qui a été produit me suffit. Et l'équipe, elle est crédible parce que l'équipe, au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, elle produit quelque chose qui est utilisable, palpable. Donc c'est une équipe qui est fière, c'est une équipe qui est crédible et c'est une équipe qui a son moral au top parce qu'elle produit des choses. Alors le deuxième bénéfice, c'est que ça permet d'avoir un meilleur retour sur investissement. On investit de l'argent et cet argent-là qui est investi, on peut rapidement le rentabiliser parce que le produit qui est développé, il est utilisé par le client. Donc on peut le vendre, on peut le louer, on peut l'utiliser. Donc ça ramène une meilleure retour sur investissement. La productivité, elle est aussi améliorée. Alors, Jeff Sutherland, en fait, il donne des métriques de l'implémentation de Scrum chez Yahoo, chez Google, chez d'autres, chez Microsoft, chez IBM. Donc, il y a des métriques qui arrivent jusqu'à 400%. Ils sont même arrivés jusqu'à 2000% chez un client, en fait. Il faut voir les recherches que Jeff Sutherland, en fait, il a fait par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que ça permet d'éliminer, cette notion de time box permet d'éliminer, en fait, les pertes. Alors, nous avons une question de Omar. Pour les tâches d'une user story, est-ce que toute l'équipe qui les fait ou bien c'est la personne qui va prendre le US par la suite? Alors, pour les user stories, quand on est en train de faire la planification, c'est toute l'équipe qui va décortiquer la user story en tâches. C'est pas uniquement celui qui va travailler dessus. D'ailleurs, on ne sait pas qui va travailler sur la tâche en fait. C'est quand une personne elle a fini, elle peut prendre une tâche ou une user story si elle est petite. Mais généralement, comme on a dit au tout début, une user story peut être partagée par plusieurs personnes. La réunion de planification, comme vous avez vu, il n'y a pas d'affectation de tâches ou de user story aux personnes. C'est une affectation, c'est un engagement collectif de l'équipe sur un ensemble de fonctionnalités qu'ils vont produire. Et donc, c'est eux qui peuvent choisir la tâche qui leur parle le plus et qui vont se l'affecter. S'il y a une personne qui bloque sur une tâche, il peut la passer à son collègue parce qu'il peut être plus à l'aise sur cette tâche-là. S'il voit que son collègue il est plus à l'aise sur le design, il peut lui donner une tâche de design ou il peut lui demander de l'aider sur une tâche d'architecture ou autre chose. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui fait ça. Alors, l'avantage de l'équipe qui fait la décortication, c'est que si on donne ça à une seule personne, cette personne-là, elle peut oublier des choses. Si on donne ça à un ensemble de personnes, on a le risque d'erreur, il est moindre. Donc, on peut voir tous les problèmes, toutes les tâches, tous les éléments qui sont cachés en regardant ça en mode équipe. Alors, les challenges de Scrum. Alors, Scrum, en fait, parce qu'il est très transparent et qu'on veut avancer et produire quelque chose de très bonne qualité, il montre rapidement les faiblesses de l'entreprise. Donc, Scrum, par contre, ne règle rien. Il montre ça rapidement. Il montre que les gens ils travaillent sur plusieurs tâches en même temps, que les gens ne sont pas concentrés, qu'il y a des soucis par rapport au product backlog qui n'est pas fini, qu'on n'arrive pas à avoir la relation avec le client qui est constante et que du coup on n'arrive pas à avoir le feedback avec le client,
que plein de choses, qu'il y a beaucoup de bruit, que donc on voit tout ça. Il faudrait que l'équipe arrive à gérer ça. Et généralement, l'équipe, elle gère ça à travers le Scrum Master, qui est le bouclier protecteur de l'équipe par rapport à toutes ces perturbations-là, et à travers la réunion de rétrospective pour mettre en place en fait des actions qui vont permettre d'avancer et d'accroître la productivité de l'équipe. Alors les prérequis. Je vais vraiment être factuel là, c'est vraiment en basant sur mon expérience personnelle. Si on veut démarrer Scrum, on peut le faire, c'est très rapide. Il faut, ce que recommande le framework, c'est 3 personnes minimum. Donc en deçà de 3 personnes, la productivité elle est très basse. Plus que 7 personnes, il y a beaucoup de problèmes de communication. Le framework Scrum ne permet pas de gérer ça. Alors, ce qui se passe dans les grands projets, c'est qu'ils ont créé en fait le Scrum des Scrum. C'est qu'on met des petites équipes de 7 personnes et il y a un Scrum par-dessus le Scrum Master qui va gérer la communication entre les différents Scrum Masters et qui va gérer la cohésion entre les différentes équipes qui font des réunions de façon assez régulière pour savoir où le projet va. Alors, on avait abordé ce sujet-là. Le Scrum Master et le Product Owner, ça peut être des profils qui interviennent à temps plein ou à temps partiel. Généralement, il faut séparer les deux profils, mais si on ne peut pas, on va faire en sorte de faire la même personne qui va faire le Scrum Master et le Product Owner, sauf qu'il faut faire attention. C'est deux rôles tout à fait différents. Le Product Owner, il gère les fonctionnalités du client, il est en interface avec le client, il est en train de raffiner le backlog, il est en train de mettre les priorités, il est en train de voir la valeur du produit par rapport au client. Le Scrum Master, il est en train de gérer le framework Scrum, la productivité, l'avancement et la qualité avec l'équipe. Il est en train de gérer le moral, il est en train de protéger l'équipe contre toutes les perturbations. Alors, une question de Omar, une question qui sort peut-être du contexte. Pour les tests unitaires JS, est-ce qu'il y a un outil de framework qui facilite les tests? Oui, enfin, oui, il y a des outils, hein, il y a des outils. Il y a Jasmine. Je sais qu'il y a Jasmine JS en fait qui permet de faire des tests en se basant sur un moteur Protractor, donc qui permet de faciliter les tests. Une question de Asma, est-ce que le Scrum Master peut être le prestataire? Alors, le Scrum Master, c'est quelqu'un euh, qui va intervenir avec l'équipe de production pour gérer. Il va pas gérer, il va faciliter la vie aux gens pendant qu'ils sont en train de produire leur travail. Alors ça peut être n'importe qui. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait les capacités, qui connaisse d'abord ce que c'est que Scrum, qui connaisse en fait comment motiver les gens, qui connaisse un peu les différents tenants et aboutissants des problématiques qui peuvent se poser quand on est en train de faire du Scrum. Et donc voilà, si c'est le prestataire, ça pose pas un problème du moment qu'il peut remplir cette casquette-là. Donc c'est quelqu'un qui est un servant leader, qui va aider l'équipe, qui va leur faciliter la tâche, qui maîtrise très bien Scrum et qui va gérer les problématiques avec le management. Donc c'est lui qui va faire l'interface et qui va communiquer peut-être avec le management quand il y a des soucis. Donc si le prestataire peut faire ça, il pourra faire ça. Généralement, ce qui est recommandé, c'est qu'il faut que ça soit une seule personne, pas beaucoup de personnes. Le product owner aussi, il faudrait que ça soit une seule personne pour garantir que les fonctionnalités soient cohérentes. Donc c'est lui qui va faire tout le débat et toutes les démarches avec le client pour arriver à savoir quelle est la fonctionnalité qu'il faut faire en amont et laquelle qu'il faut décaler pour plus tard. Ok, donc les prérequis, on a dit pour le démarrage, alors on a dit il y a la partie client présent, donc ça c'est très important. Il faudrait que le client soit en communication avec le product owner, sinon le produit il va pas satisfaire les besoins du client. Donc il faudrait que le product owner puisse interagir avec le client de façon continue pour avoir son feedback par rapport à ce qui se fait dans l'équipe. Bien sûr, le Scrum Master n'est pas un project manager, c'est un servant leader. Faut que dans l'équipe, il y ait beaucoup de confiance et beaucoup d'ambiance parce que ça permet en fait de créer de la transparence et ça permet en fait une bonne communication et une bonne participation pour le besoin du client. Faut que le management soutienne ça. Alors généralement, le management, quand il voit en fait cette ambiance et ce fun
qui règne dans les équipes Scrum, ils croient en fait que les gens ils sont pas en train de travailler et donc des fois il y a des petites tensions et frictions entre le management et les équipes Scrum. Il faudrait que le management soutienne, il faudrait que le management juge par la valeur et ne juge pas par ce qui se passe au jour le jour. Scrum il est là pour réduire au maximum les pertes de ce qu'il y avait avant dans les projets classiques. Dans les projets classiques, les gens ils donnent l'impression qu'ils sont très occupés, qu'ils sont très concentrés, mais beaucoup de leur travail, beaucoup de ce qu'ils produisent, il va être jeté dans la poubelle parce que ça correspond pas aux besoins du client, parce que c'est pas une conception groupée, parce que c'est pas la meilleure solution qu'il faut mettre en place pour le client. Et bien sûr, il faut partir sur une technologie qui va supporter l'incrément. Donc, il faut s'imaginer dans notre tête que c'est un produit qu'on va itérer, qu'on va améliorer au fur et à mesure. Donc, il faut que la technologie puisse supporter. Alors, comment booter Scrum en 2 jours? Alors, ça, c'est peut-être le slide d'aboutissement le plus important. C'est d'abord, Scrum, il dit, il faut avoir une équipe, il faut que l'équipe soit ensemble, et puis après, on démarre. Dans les méthodes classiques, en fait, on démarre le projet alors qu'on n'a même pas l'équipe. Scrum, c'est l'équipe qui démarre le projet. Donc, si on a notre équipe, et si le Scrum Master ici s'assure que l'équipe elle est disponible, elle ne fait pas autre chose, elle n'est pas en train de travailler, de finir d'autres projets en parallèle, si l'équipe elle est disponible, on peut démarrer le projet. Alors ça, première étape. Deuxième étape, on va initier l'équipe à Scrum. Ça peut faire l'histoire d'une demi-journée ou une journée au maximum. Le Product Owner, il va venir, il va expliquer la vision projet à l'équipe. Qu'est-ce qu'on veut de ce projet-là? De façon très sommaire, voilà l'objectif final, voici notre client, voici ce qu'il désire. Si on arrive à faire ça, ça va être un succès. Donc, il va clairement expliquer les conditions de succès de ce projet-là. On va choisir la durée du sprint. Généralement, moi, je recommande 2 semaines pour les gens qui veulent se mettre sur du Scrum. Et on va se mettre d'accord sur une vélocité. Donc, c'est combien on peut produire pour le premier sprint. C'est vraiment juste un guess, au hasard. Et puis, on va choisir une user story de notre product backlog avec le product owner qu'on va faire pour le premier sprint. Cette fonctionnalité-là, en fait, on va la groomer ensemble, on va la chiffrer. Bien sûr, l'équipe développement, elle va la chiffrer en présence du product owner. Et on fait notre planification de sprint de façon normale. Donc, on élabore les tâches. Bien sûr, ici, si on vient de démarrer et qu'on n'a rien qui est prêt, même l'environnement n'est pas prêt, le version contrôle n'est pas prêt, l'architecture n'est pas prête, tous les prérequis pour pouvoir aboutir à la création de cette user story fonctionnelle, ils seront des prérequis de cette user story là. Donc, ils seront intégrés dans le sprint backlog. Et puis, bien sûr, ici, la dernière phrase, elle est très importante. Scrum, il dit, on démarre alors qu'on n'a pas de spec. On démarre alors qu'on n'a pas de diagramme de Gantt. On démarre alors qu'on n'a pas d'architecture. On démarre alors qu'on n'a pas de modèle de données. Et on démarre alors qu'on n'a pas d'affectation de tâches. Tout ça, on le fait pendant le sprint, mais on ne le fait pas avant. C'est pour ça qu'on peut arriver à démarrer Scrum en 2 jours. Alors, une question de Omar. Je reviens sur le chiffrage. Est-ce qu'en nombre de jours ou est-ce un nombre de jours ou un ensemble de critères qui rentrent en jeu? Alors, je vous renvoie en fait à d'autres webinaires qu'on a déjà fait sur la chaîne Kava pour voir comment on fait la planification, pour avoir le plus de détails sur comment on fait. Généralement, les méthodes agiles, en fait, elles les estiment pas avec un nombre de jours. Hein. C'est vraiment une estimation d'effort. Les démarches agiles, elles se basent sur une estimation en story point. Donc, c'est vraiment une estimation d'effort qui est faite de façon collaborative pour avoir combien coûte en fait cette histoire à être développée, cette user story à être développée. Donc, il y a une démarche d'estimation en ideal days, donc journée idéale, mais moi je préconise l'estimation en story point parce que c'est une estimation qui est décorrélée de l'échelle du temps. Donc c'est vraiment une estimation pure de la charge, de l'effort qu'il faut mettre en place, et c'est une estimation qui est donnée par l'équipe, et c'est une estimation qui ne dépérit pas dans le temps. Généralement, quand on estime un projet initialement et que l'équipe elle monte en compétence, l'estimation initiale, elle devient obsolète et on est obligé de réestimer. Dans le cas où on fait
avec l'estimation story point, on n'est pas obligé de réestimer parce que c'est une estimation qui peut durer dans le temps, même si l'équipe acquiert de la compétence dans le domaine sur lequel elle est en train de travailler. Donc, on va rajouter quand même 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions avant de clore, parce qu'on est arrivé au dernier slide. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, on est à disposition. Des remarques, des commentaires, des choses que peut-être il faudra mettre dans d'autres webinars. Donc, si vous avez des idées, des recommandations, on est à disposition. On vous laisse encore 2 minutes. Et on vous remercie de vos questions, on vous remercie de votre participation. Donc, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, on va revoir rapidement ce qu'on avait fait. Est-ce on a couvert l'objectif? Donc voilà, par rapport à Scrum, on avait vu ce qui se passe dans un sprint, la planification du sprint. On a vu pourquoi la notion de timebox est importante. On a vu comment on fait une mêlée quotidienne. On a vu que la transparence était très importante pour Scrum. On a vu comment on met en question le produit, comment on met l'équipe et le process à travers la review et la rétrospective. Et on a vu pourquoi Scrum, pourtant simple et magique, qui permet d'accroître la productivité de l'équipe et d'accroître leur quotidien, d'améliorer leur quotidien. Alors, nous avons quelques remarques, quelques questions. Asma qui nous dit, je vous remercie, c'était super. Ben, merci à vous, Asma, d'avoir participé. Mohamed Rizqi, merci beaucoup pour votre temps. Ben, je vous remercie aussi d'avoir participé à notre webinaire. Et ouais, il nous pose une question. Y a-t-il une formule de rapport entre les points d'estimation et le facteur temps? On peut faire, mais c'est déconseillé. Généralement, il faut garder l'estimation décorrélée du facteur temps. La corrélation, elle se fera au niveau de la vélocité, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que, je vais donner un exemple assez rapide. La vélocité dans un sprint, ça peut être, par exemple, on va dire que l'équipe, elle peut produire 50 points, on va dire. Et on va commencer à estimer les fonctionnalités. Donc, chaque fonctionnalité, elle aura un nombre de points. Donc, 5, 10. Donc, on va prendre l'ensemble des fonctionnalités qui nous permettent de remplir les 50 points qu'on a prévus par rapport à la vélocité de l'équipe. Donc, c'est un peu ça. La corrélation entre les points d'estimation et le facteur temps, c'est le sprint. On va dire que pendant le sprint, on arrive à produire 50 points et on estime les fonctionnalités qu'on est en train de faire en points de fonction. Donc, c'est ça la liaison qu'on va avoir. Et si on sait qu'on peut produire 50 points par sprint, si dans notre product backlog, on a 200 points, on sait qu'on a besoin de 4 sprints. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre interaction. Ah, avant de finir, il y a une autre question. En tant que Scrum Master, est-ce qu'on peut se concentrer à 100% sur un projet Scrum ou bien on peut faire d'autres préoccupations liées au projet standard? Alors, le Scrum Master, il peut intervenir à temps partiel sur les projets. C'est pas quelqu'un qui va intervenir, c'est l'équipe de développement qui doit intervenir à 100% sur le projet en cours. Mais c'est recommandé pour le démarrage des projets, pour le switch d'un projet Waterfall, d'une méthodologie Waterfall à une méthodologie Scrum, c'est recommandé que le Scrum Master il soit présent à 100% au début, pour garantir que les gens ils comprennent d'abord la philosophie de Scrum, qui est, comme vous l'avez vu, très très différente de la philosophie classique, de la démarche standard, et qui permettent de voir est-ce que l'équipe elle avance, est-ce que l'équipe elle fait des progrès par rapport à Scrum. Bien sûr, à un certain moment, les gens ils auront moins besoin du Scrum Master pour avancer. Et donc là, l'intervention du Scrum Master, elle peut se faire de façon partielle. Bien sûr, le Scrum Master, il assiste toujours à la réunion de planification, il assiste toujours aux reviews et il assiste toujours aux réunions de rétrospective. Ça, c'est le minimum. La daily stand-up, la mêlée quotidienne, il n'est pas obligé d'y assister. Donc, il peut assister de temps en temps pour voir comment se déroule la daily stand-up. Il n'intervient pas, il laisse les gens intervenir, mais il peut donner de la valeur aux gens pour qu'ils puissent. Voilà.
Euh, Omar nous demande si un Scrum Master peut être sur plusieurs projets. Oui, oui, comme j'ai dit, en fait, généralement au tout début, quand on démarre un Scrum dans une équipe, il faut vraiment se concentrer sur le projet, entre nos mains pour essayer de le réussir. Et si l'équipe, en fait, elle monte en compétence, qu'elle a bien acquéri, en fait, euh, le savoir-faire et le savoir-être de Scrum, on peut dire qu'un Scrum Master, il peut intervenir sur deux projets différents. Donc voilà, on touche à la fin de ce webinaire. On vous remercie pour votre interaction qui a enrichi notre présentation. Et je vous invite à visiter notre page Facebook, la page Cava Global Service. Vous y trouverez l'enregistrement de cette présentation ainsi que d'autres présentations. Vous pouvez également nous proposer les sujets qui vous intéressent et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle session. N'oubliez pas de remplir le formulaire de satisfaction pour nous aider à mieux répondre à vos besoins. Merci beaucoup.